Imaginez-vous sur un chemin gelé de l'Europe médiévale. Vos pieds engourdis peinent sur la terre durcie par le gel. Votre souffle forme des nuages blancs dans l'air glacé. Devant vous, enfin, se dessinent les tours d'une ville fortifiée. Le soulagement vous envahit. Vous avez presque atteint votre destination. Mais soudain, un son se propage à travers les faubourgs. Les cloches du couvre-feu. Ce son, pour vous, c'est un glas. Malgré tous vos efforts, vous arrivez trop tard. Dans l'Europe médiévale, lorsque le soleil déclinait derrière les murailles d'une cité fortifiée et que les premières étoiles perçaient le crépuscule hivernal, ce son des cloches marquait une frontière absolue. Pour le voyageur solitaire qui apercevait les tours de la ville au loin, ces cloches ne signalaient pas seulement la fin du jour. Elles annonçaient un danger mortel. Les lourdes portes de bois et de fer se refermaient dans un grondement sinistre. Les airs se descendaient, les ponts-levis se relevaient. Et là, sous les remparts indifférents, commençait une épreuve qui pouvait décider de votre existence même. Une nuit complète dehors, dans le froid mordant de l'hiver médiéval, entouré de dangers aussi réels qu'imaginaires. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalité brutale qui attendait ceux pris au piège à l'extérieur des murs urbains après la tombée de la nuit. On va explorer pourquoi les autorités médiévales appliquaient avec une rigueur implacable la fermeture des portes. Quel péril guettait les retardataires. Le froid capable de tuer un homme en quelques heures, les bandits tapis dans l'ombre, les loups affamés rôdant aux lisières des forêts, et les terreurs spirituelles qui hantaient l'obscurité. Vous comprendrez comment fonctionnait le monde étrange du faubourg. Cet espace ambigu situé juste à l'extérieur des remparts, où se concentraient les industries dangereuses, les tavernes louches et les populations marginales. On examinera les stratégies de survie désespérées adoptées par ceux qui n'avaient d'autre choix que d'affronter la nuit glaciale. Depuis les institutions charitables qui offraient un refuge précaire jusqu'aux mesures les plus extrêmes imaginées par les sans-abri pour ne pas périr gelés. Enfin, on verra comment la peur de la contagion, notamment lors des épidémies de peste, a durci encore davantage ces frontières urbaines. Cette exploration révèle bien plus qu'une simple anecdote historique. Derrière la question « Que se passait-il exactement quand on restait coincé dehors par une nuit d'hiver ?» se cache un aperçu saisissant de la vie urbaine médiévale dans toute sa complexité. On verra s'entrecroiser les impératifs de sécurité collective et les drames individuels, les élans de charité chrétienne et les logiques d'exclusion sociale, les peurs parfaitement rationnelles et les terreurs superstitieuses. Cette nuit hors des murs devient finalement un prisme à travers lequel observer les hiérarchies sociales, les croyances religieuses et les choix moraux difficiles qui définissaient la société médiévale. Bon, commençons par comprendre le système qui créait cette situation périlleuse. La fermeture nocturne des portes n'était pas une pratique occasionnelle ou limitée à quelques cités. Il s'agissait d'une règle universelle, appliquée avec une constance remarquable à travers toute l'Europe médiévale. Des grandes métropoles comme Prague jusqu'aux petites bourgades perdues dans la campagne, le rituel se répétait chaque soir. Au coucher du soleil, généralement entre 20 et 21 heures selon les saisons, les cloches du couvre-feu résonnaient dans les rues. C'était le signal que tous les habitants devaient regagner leur demeure, éteindre leur feu, et que les autorités prenaient le contrôle de la nuit. Les gardes se mettaient en position. Les lourdes portes pivotaient sur leurs gonds massifs. Les herses de fer descendaient lentement dans leurs rainures de pierre. Les ponts-levis se relevaient au-dessus des douves ou des rivières. Une fois ces mécanismes actionnés, la ville se transformait en forteresse hermétiquement close jusqu'à l'aube. Cette pratique n'était jamais suspendue, ni l'été, ni par temps clément. Elle s'appliquait toute l'année, quelles que soient les circonstances.
et c'était précisément pendant les mois d'hiver qu'elle devenait potentiellement mortelle. Le mot même de couvre-feu nous révèle l'une des raisons fondamentales de cette fermeture. Il provient de l'ancien français couvre-feu, littéralement l'ordre de couvrir le feu. Les autorités médiévales poursuivaient ainsi 3 objectifs entrelacés. Premièrement, la prévention des incendies, cette terreur suprême des villes construites majoritairement en bois. En ordonnant aux résidents d'éteindre ou de couvrir leurs foyers domestiques, les magistrats espéraient éviter les catastrophes qui pouvaient réduire une cité entière en cendres. Deuxièmement, le contrôle de la criminalité. Sans éclairage public, la nuit médiévale était d'une obscurité absolue. Dans cette noirceur totale, les crimes violents devenaient presque impossibles à empêcher. En imposant un couvre-feu strict et en vidant les rues, les autorités facilitaient le travail de la garde. Toute personne circulant après les cloches devenait automatiquement suspecte. Troisièmement, la surveillance de la population. Les gouvernements urbains voulaient savoir précisément qui se trouvait à l'intérieur de leurs murs. Qui appliquait ce système avec tant de rigueur? Les gardes des portes et les veilleurs de nuit formaient l'épine dorsale de la sécurité urbaine. Ces hommes n'étaient pas choisis au hasard. Les portiers, en particulier, étaient sélectionnés parmi les membres les plus respectés et les plus fiables de la communauté. Leur position exigeait une intégrité absolue, car ils détenaient littéralement les clés de la ville. Équipés d'épées et d'arcs, ils avaient pour mission de questionner les visiteurs durant la journée, d'inspecter les chariots, de surveiller les allées et venues. Mais leur tâche la plus cruciale commençait au crépuscule. Verrouiller solidement les portes et ne les ouvrir sous aucun prétexte jusqu'à l'aube. La consigne était claire et admettait rarement d'exception. Même un notable arrivant tard pouvait se voir refuser l'entrée s'il n'avait pas de laissez-passer spécial délivré par les autorités. Pour les voyageurs ordinaires, les marchands itinérants ou les paysans des environs, il n'y avait absolument aucune possibilité de négociation une fois les cloches sonnées. Les gardiens eux-mêmes risquaient de lourdes sanctions, amendes, emprisonnement, voire pire, s'ils enfreignaient cette règle fondamentale. La peur culturelle associée au fait d'être enfermé dehors transparaît dans l'iconographie religieuse médiévale. Une miniature italienne illustre une histoire édifiante. Une femme se retrouve enfermée à l'extérieur des portes de la ville à la tombée de la nuit. Dans le récit pieux, seule l'intervention miraculeuse de la Vierge Marie la sauve des périls qui l'entourent. Ce que cette image nous dit est révélateur. La situation était considérée comme si désespérée qu'elle nécessitait carrément une intervention divine pour être résolue. Les artistes médiévaux ne gaspillaient pas leurs pigments précieux à illustrer des situations banales. Si cette scène méritait d'être représentée dans un manuscrit religieux, c'est bien parce qu'elle résonnait profondément avec une angoisse collective. Les voyageurs médiévaux calculaient leurs itinéraires avec une précision obsessionnelle pour éviter exactement ce scénario. Certains, avant d'entreprendre de longs voyages, rédigeaient même leur testament. Voilà donc le décor. Les portes se fermaient, sans possibilité de négociation, sans exception pour la météo ou les circonstances personnelles. Mais qu'est-ce qui rendait exactement cette exclusion si périlleuse? Dans un instant, on va examiner la première et la plus immédiate des menaces, le froid lui-même. Pour saisir pleinement le danger auquel faisait face quelqu'un enfermé dehors par une nuit d'hiver médiévale, il faut d'abord comprendre que le climat de cette époque différait sensiblement du nôtre. Le bas Moyen Âge a connu le début de ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire. Cette période a apporté des hivers que les chroniqueurs décrivaient comme véritablement brutaux. Le nombre de journées de gel intense a augmenté de façon spectaculaire. Les températures chutèrent, apportant des froids perçants, des chutes de neige abondantes et prolongées,
et des vents glacés balayant les plaines d'Europe. Ce n'était pas un climat doux que pouvait compenser une simple cape de laine. C'était un froid capable de transformer des rivières en chemins de glace, de figer la terre sur plusieurs pieds de profondeur et de bloquer complètement les déplacements pendant des semaines. Bon, les mécanismes par lesquels le froid tue un être humain étaient déjà bien compris par les gens du Moyen Âge, même s'ils n'utilisaient pas notre vocabulaire médical moderne. Ils savaient que deux ennemis mortels se conjuguaient, l'humidité et le vent. Lorsque des vêtements sont mouillés par la neige fondue, la transpiration, ou même simplement l'humidité ambiante, l'eau qui s'évapore de la surface du corps emporte avec elle une quantité considérable de chaleur corporelle. Simultanément, le vent balaie la mince couche d'air que le corps humain réchauffe naturellement autour de lui. Ces deux phénomènes combinés créent ce qu'on appelle aujourd'hui le refroidissement éolien. Un effet qui peut transformer une température de quelques degrés sous zéro en une sensation équivalent à 20 ou 30 degrés de moins. Sans abri ni feu, voilà ce qui se passe. La température corporelle chute progressivement. L'hypothermie s'installe en plusieurs stades. D'abord, des frissons violents et incontrôlables. Le corps tente désespérément de générer de la chaleur par l'activité musculaire. Puis vient la confusion mentale, une perte de coordination. Le cerveau lui-même commence à refroidir. Imaginez-vous dans cette situation. Vos pensées deviennent floues, vos doigts ne répondent plus correctement, vous avez du mal à prendre des décisions rationnelles sur ce qu'il faut faire. Enfin, arrive une somnolence trompeuse et terriblement dangereuse qui précède souvent la mort. Les victimes d'hypothermie sévère rapportent avoir ressenti une chaleur illusoire, une envie irrésistible de s'allonger et de dormir, un sommeil dont beaucoup ne se réveillent jamais. Les arythmies cardiaques provoquées par le froid extrême constituent la cause de décès la plus fréquente dans ces situations. Les chroniques médiévales regorgent de témoignages sur ces morts hivernales. Les textes mentionnent régulièrement des personnes mortes de froid, sans autre précision, tant le phénomène était familier et compris. D'autres périssaient de faim lorsque des chutes de neige exceptionnellement longues coupaient les approvisionnements et épuisaient les réserves stockées. Les tempêtes de neige les plus sévères amenaient le voyage et la communication à un arrêt complet. Dans ces conditions, même se déplacer à pied devenait quasi impossible. En dehors de la Scandinavie, où des technologies adaptées comme les skis permettaient une certaine mobilité hivernale, les paysans médiévaux dépendaient de simples bottes et de traîneaux tirés par des chevaux. Ces équipements ne permettaient absolument pas de traverser la campagne enneigée par mauvais temps. La neige profonde transformait chaque pas en une lutte épuisante. Les sources historiques sont formelles sur ce point. Les gens médiévaux essayaient généralement de ne pas passer la nuit dehors s'ils pouvaient l'éviter. Cette formulation prudente cache une réalité mortelle bien connue. L'histoire nous fournit des exemples frappants de ce que le froid hivernal pouvait infliger. Lorsqu'Hannibal traversa les Alpes en 218 avant Jésus-Christ pour envahir l'Italie, il perdit 20 000 hommes, en grande partie à cause du froid et de l'exposition aux éléments. Plus près de la période médiévale, la retraite désastreuse de Napoléon depuis la Russie, en 1812-1813, offrit au baron Larrey, chirurgien de la Grande Armée, l'occasion de décrire pour la première fois de manière systématique les blessures dues au froid. Les gelures étaient reconnues depuis des millénaires. Une momie précolombienne datant de 5000 ans présente des traces évidentes de gelures, prouvant que ce fléau accompagne l'humanité depuis ses origines. Face à ce danger, quelle protection les voyageurs médiévaux pouvaient-ils espérer? Les vêtements d'hiver de l'époque reposaient sur un système de superposition de couches. Les gens portaient souvent 2 cottes, des tuniques, lorsqu'ils marchaient en hiver. Le principe était astucieux. Des vêtements amples qui emprisonnaient l'air se révélaient plus efficaces que des tissus épais plaqués directement contre le corps.
La couche extérieure se composait de laine, un matériau remarquable par ses propriétés isolantes naturelles et sa capacité à repousser l'eau jusqu'à un certain point. Les régions les plus froides d'Europe voyaient l'usage de capes doublées de fourrure, renard, martre, hermine pour les riches. Les capuches jouaient un rôle essentiel, car une chaleur corporelle considérable s'échappe par la tête. Les pieds bénéficiaient de chaussettes de laine et de patins, des semelles de bois surélevées qui protégeaient les pieds du contact direct avec le sol glacé et humide. Mais voilà la question cruciale. Même équipé du meilleur attirail hivernal disponible à l'époque, un voyageur enfermé dehors pouvait-il survivre toute la nuit? Faisons le calcul. Les portes se fermaient vers 21 heures et ne se rouvraient qu'au lever du soleil, vers 6 ou 7 heures du matin en plein hiver. Cela représentait 8 à 10 heures d'exposition continue à des températures glaciales. Sans feu, sans abri contre le vent, sans possibilité de se réchauffer, même les vêtements les plus chauds ne suffisaient pas indéfiniment. Si l'on restait immobile, pour se cacher ou par épuisement, le froid pénétrait inexorablement. Si l'on bougeait pour générer de la chaleur, on risquait de transpirer, et cette humidité se transformait ensuite en agent mortel de refroidissement. C'était une équation aux termes impitoyables. Cependant, le froid n'était pas le seul péril qui guettait dans l'obscurité au-delà des remparts. Les ténèbres qui enveloppaient le monde extérieur abritaient des dangers d'une toute autre nature. Si vous vous retrouviez enfermé à l'extérieur des portes d'une ville médiévale, votre environnement immédiat serait presque certainement le faubourg. Ce terme, dérivé du latin foris, dehors, et burgum, ville ou forteresse, désignait littéralement la ville d'avant, la Fort Town. Il s'agissait des quartiers qui s'étaient développés organiquement le long des routes menant aux portes fortifiées. Ces faubourgs n'étaient pas des espaces vides ou abandonnés. Bien au contraire, ils bourdonnaient d'activité pendant la journée et abritaient une population permanente considérable. Ils prenaient généralement le nom de la porte qu'ils desservaient ou de la route qui les traversait. Habités par des artisans, des marchands et des professionnels, nécessitant davantage d'espace que ce que les rues étroites intramuros pouvaient offrir, ils formaient une extension presque organique de la cité fortifiée. Mais voilà le paradoxe fondamental qui définissait leur existence. Bien qu'économiquement intégrés à la ville, bien qu'indispensables à son fonctionnement, ils demeuraient physiquement et légalement à l'extérieur de sa protection. Qui habitait et travaillait dans ces zones périurbaines? Eh bien, une large part des résidents pratiquaient des métiers que les autorités urbaines avaient délibérément bannis de l'intérieur des murs. La fin du Moyen Âge vit émerger une forme primitive de zonage économique dictée par des considérations pratiques et sanitaires. Les tanneries, avec leurs odeurs pestilentielles provenant du traitement des peaux animales dans des bains de déjection et d'urine, devaient obligatoirement s'installer à l'extérieur. L'odeur était tellement insupportable qu'aucune communauté urbaine ne pouvait la tolérer entre ses murs. Les foulons, qui piétinaient et battaient les tissus dans de grandes cuves, rejoignaient les teinturiers qui manipulaient des substances chimiques toxiques aux vapeurs nocives. Les abattoirs, sources de déchets organiques en décomposition et d'effluves insupportables, trouvaient leur place assignée dans les faubourgs. Les forges, dont les brasiers ardents représentaient un danger d'incendie majeur pour des villes construites principalement en bois, s'établissaient également là. Ainsi, les faubourgs concentraient précisément les industries les plus essentielles à l'économie urbaine: le cuir pour les chaussures et armures, le textile pour les vêtements, la métallurgie pour les outils et armes, mais aussi les plus dangereuses, malodorantes ou polluantes. Cette disposition créait une contradiction économique fascinante. D'un côté, les faubourgs étaient vitaux pour la prospérité de la cité. Les marchés et les foires s'y tenaient souvent, profitant de l'espace plus généreux. Les caravanes de marchands s'y arrêtaient, déchargeaient leurs marchandises, négociaient avec les commerçants locaux. De l'autre,
cette même prospérité reposait sur une vulnérabilité stratégique criante. Contrairement aux quartiers protégés par les épaisses murailles de pierre, les faubourgs se trouvaient exposés à toute armée ou bande de pillards approchant de la ville. Avant les années 1340 et le début de la guerre de Cent Ans, le paysage périurbain européen constituait un espace privilégié d'activités économiques, prospères et relativement sécurisé. Mais après cette date, il devint ce que les historiens appellent un territoire incertain, soumis aux impératifs de la défense militaire. Lors des sièges ou des menaces d'invasion, les faubourgs étaient souvent délibérément incendiés par les défenseurs eux-mêmes pour empêcher l'ennemi d'y trouver refuge ou ressources. Cette pratique dévastatrice illustre parfaitement la position ambiguë de ces quartiers. Nécessaires mais sacrifiables, prospères mais précaires. Lorsque la nuit tombait et que les portes se fermaient, le caractère du faubourg se transformait radicalement. Ce qui avait été pendant la journée un centre d'artisanat et de commerce bourdonnant d'activités devenait le domaine de population et d'activités marginales. Les tavernes et les auberges se concentraient naturellement dans ces zones, profitant du flux constant de voyageurs arrivant aux portes de la ville. Ces établissements restaient ouverts bien après le couvre-feu urbain, offrant nourriture, boissons et parfois hébergement. Mais ils attiraient également une clientèle bien moins recommandable que les honnêtes voyageurs. Les autorités médiévales avaient progressivement repoussé la prostitution hors des murs. Des réglementations urbaines stipulaient que les prostituées ne pouvaient exercer leur commerce à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Tolérée à l'extérieur uniquement parce qu'elle échappait ainsi à la juridiction directe des magistrats urbains, l'industrie du sexe se développa dans les faubourgs. En 1383, l'évêque d'Albi suggéra même l'établissement de 2 bordels, l'un hors les murs, l'autre à l'intérieur pour la sécurité des femmes la nuit. Le commerce sexuel s'associait naturellement aux autres professions du vice. Les jeux d'argent, officiellement interdits dans les bordels, les tavernes et les auberges, y florissaient néanmoins. Ces lieux faisaient l'objet de rafles fréquentes de la part des autorités qui tentaient, avec un succès limité, d'imposer l'ordre. Dans les villes où la prostitution n'était pas contrôlée par un système de licence, toute femme errant dans les rues après la tombée de la nuit était présumée disponible pour la vente de ses services. Cette présomption menait fréquemment à des cas d'identité confondue et à la violence qui s'ensuivait. Une autre population habitait en permanence les faubourgs, les sans-abri. Les historiens estiment qu'environ 20% de la population médiévale européenne vivait dans la destitution et le sans-abrisme. Ces multitudes erraient sur les routes d'Europe, cherchant du travail ou de la charité. Elles comprenaient des hommes ayant perdu leurs moyens de subsistance à cause de guerres, de maladies ou d'effondrements économiques, des femmes sans soutien familial, veuves, orphelines, des enfants abandonnés, des vétérans handicapés. Pour ces personnes, le faubourg offrait un semblant de communauté et quelques maigres opportunités de survie. Les plus chanceux se couchaient sur des paillasses de paille étalées dans les ruelles. Les autres, moins fortunés, gisaient dans la fange et la saleté selon les termes des documents d'époque. L'hiver s'avérait particulièrement brutal pour cette population vulnérable. Voilà donc l'espace dans lequel se trouvait plongé notre voyageur enfermé dehors. Un lieu économiquement dynamique, mais socialement marginal, oscillant entre nécessité commerciale et danger stratégique. Pénétrons maintenant plus profondément dans l'obscurité de cette nuit médiévale. Les dangers que représentèrent le froid et l'exclusion sociale n'épuisaient pas la liste des périls nocturnes. L'obscurité qui enveloppait les chemins et les faubourgs servait de couverture à des prédateurs qui chassaient délibérément les voyageurs isolés. Parlons d'abord des bandits. La réalité médiévale du banditisme routier était bien plus brutale que les légendes romantiques de Robin des Bois ne le suggèrent. À certaines périodes du Moyen Âge et du début de l'époque moderne,
il était presque certain qu'un voyageur se ferait agresser ou détrousser en cours de route. Le danger était si universellement reconnu que nombre de voyageurs rédigeaient leur testament avant d'entreprendre un long périple, non seulement à cause du risque de bandits, mais en raison de l'accumulation de tous les dangers potentiels. Après la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, des officiers royalistes hors la loi, armés de pistolets et dépourvus de toute autre profession, se tournèrent massivement vers le brigandage. En Valachie, Moldavie, Transylvanie et Ukraine, les haïdouks, déserteurs et bandits vivant dans les forêts, terrorisaient les routes. Ces criminels armés portèrent des masques et lançaient leurs cris caractéristiques, la bourse ou la vie. Ils maîtrisaient l'art de déployer des barrages routiers pour bloquer les voyageurs, transformant les chemins en pièges mortels. Mais pourquoi la nuit et l'hiver aggravait-il encore cette menace déjà omniprésente? Plusieurs facteurs se combinaient. L'obscurité offrait aux malfaiteurs une couverture parfaite pour tendre leurs embuscades et disparaître ensuite sans être identifiés. Le nombre réduit de voyageurs circulant la nuit signifiait que les victimes potentielles étaient plus isolées, moins susceptibles de recevoir de l'aide d'autres passants. La désespération qu'engendrait l'hiver poussait davantage de personnes vers le crime. Quand la faim vous tenaille et que vos enfants pleurent de froid, voler devient une question de survie plutôt qu'un simple choix criminel. Et surtout, au-delà des murs de la ville, on se trouvait hors de portée de la protection des autorités urbaines. Les gardes ne patrouillaient que rarement à l'extérieur de l'enceinte fortifiée. Mais les humains criminels n'étaient pas les seuls prédateurs à redouter. La menace des loups hantait l'imagination médiévale avec une force qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Les populations de loups dans l'Europe médiévale surpassaient de très loin en nombre celles que nous connaissons à l'époque moderne. Pour saisir l'échelle du phénomène, considérons qu'en 813 après Jésus-Christ, l'évêque Frottard de Toul rapporta avoir tué 240 loups. Ce chiffre stupéfiant n'était pas une exagération pieuse, mais le témoignage d'une réalité. Les loups pullulaient dans les campagnes et même aux abords des villes. Ils étaient universellement craints, particulièrement durant la saison hivernale. Car quelle était exactement la fréquence des attaques de loups sur les humains? Les statistiques historiques nous réservent une surprise. La France, qui détient le record européen du plus grand nombre d'attaques de loups recensées, n'enregistrait néanmoins en moyenne que 10 incidents par an sur la période allant de 1400 à 1918. 10 incidents annuels dans tout un royaume. C'est relativement peu au regard de la terreur universelle qu'inspiraient ces animaux. Mais certains épisodes spécifiques expliquent pourquoi cette peur persistait. En 1271, en Franconie, une meute de loups enragés attaqua aussi bien les humains que le bétail, causant la mort de 30 personnes. En 846, dans l'ouest de la Gaule, des chroniqueurs horrifiés rapportèrent que des loups avaient attaqué et dévoré des habitants avec une audace complète. Vers 940, dans le Yorkshire, un hostel fut spécialement établi pour protéger les voyageurs des loups qui infestaient la région. À quel moment les loups devenaient-ils réellement dangereux pour les humains? Les périodes de famine représentaient le facteur déclencheur principal. Lorsque leurs proies habituelles, cerfs, sangliers, petits mammifères, se faisaient rares en raison d'hivers particulièrement rigoureux, les loups affamés se rapprochaient des établissements humains en quête de nourriture. La rareté les rendait audacieux. Un loup bien nourri évite généralement les humains. Mais une meute affamée, surtout en plein hiver quand la faim aiguise tous les instincts, pouvait effectivement attaquer des humains isolés sans armes. Au-delà des statistiques, il faut comprendre la psychologie de la peur. Dans l'obscurité totale d'une nuit sans lune, chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches devient une menace potentielle.
L'imagination enfiévrée par la fatigue, le froid et la terreur transforme les sons ordinaires en présages de dangers mortels. Les croyances religieuses médiévales amplifiaient encore ces craintes. Dans la cosmologie chrétienne, les loups étaient souvent associés au diable, incarnant la sauvagerie démoniaque. Imaginez-vous seul dans l'obscurité glaciale, adossé au mur d'un atelier dans le faubourg désert, et soudain vous entendez au loin un hurlement lugubre porté par le vent. Ce son active immédiatement toutes vos terreurs, rationnelles et irrationnelles. Face à cette accumulation de périls, le froid mortel, les criminels humains, les loups affamés, quelles options s'offraient réellement? La réponse dépendait cruellement de qui vous étiez et de ce que vous possédiez. Pour le voyageur coincé à l'extérieur des portes urbaines, la première et meilleure option était de trouver refuge dans une institution charitable. Si la chance vous plaçait à proximité d'un hospice ou d'un hôpital religieux, vos chances de survie augmentaient considérablement. Entre environ 1100 et 1250 après Jésus-Christ, l'Europe occidentale connut ce que les historiens appellent la révolution de la charité. En Angleterre seulement, plus de 300 hôpitaux, hospices et léproseries furent établis durant cette période remarquable. Contrairement à ce que le terme « hôpital » évoque pour nous aujourd'hui, ces institutions n'avaient pas pour objectif premier de soigner les maladies. Leur fonction fondamentale consistait à fournir nourriture et abri. Elles ne facturaient jamais d'argent directement. C'était un principe absolu, car la charité chrétienne ne se monnayait pas. Offrir l'hospitalité aux nécessiteux constituait un devoir religieux, un moyen pour les riches et les puissants de racheter leurs péchés par des œuvres de miséricorde. Comment ces hospices fonctionnaient-ils concrètement? Bon, les premiers furent établis le long des grandes routes de pèlerinage, celles menant à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, ou vers Rome, où reposaient les reliques des saints Pierre et Paul. Progressivement, le réseau s'étendit pour servir non seulement les pèlerins, mais tous les voyageurs en détresse. L'ordre des chevaliers templiers, célèbre pour ses activités militaires, opérait également tout un réseau d'hospices, offrant refuge, nourriture et soins médicaux de base à ceux qui en avaient besoin. La plupart des monastères et même les petits prieurés disposaient d'une maison d'hôtes où, selon le principe de l'hospitalité bénédictine, quiconque pouvait passer la nuit. Les services proposés comprenaient un repas chaud, soupe, pain, peut-être un peu de viande les jours fastes, un lit ou au moins une paillasse dans un dortoir commun, la chaleur d'un feu, et parfois une attention médicale rudimentaire si vous étiez blessé ou malade. Pour quelqu'un gelé jusqu'aux os, affamé, épuisé par des heures de marche dans la neige, c'était littéralement la différence entre la vie et la mort. Qui avait la priorité pour accéder à ces refuges? Les pèlerins se trouvaient en tête de liste. Voyager pour honorer les lieux saints était considéré comme l'acte pieux par excellence, et aider un pèlerin revenait à servir Dieu lui-même. Venaient ensuite les démunis de toutes sortes, les pauvres sans ressources, les malades, les mourants qui cherchaient un lieu pour expirer dans la dignité plutôt que dans la fange d'une ruelle. Les voyageurs en détresse légitime recevaient également assistance. Toutefois, ces institutions faisaient face à une contrainte incontournable. Leur capacité était finie. Un hospice même généreux ne pouvait accueillir qu'un nombre limité de personnes chaque nuit. De plus, leur répartition géographique était inégale. Les grandes routes de pèlerinage bénéficiaient d'un réseau relativement dense. Mais les chemins secondaires et les régions rurales reculées en étaient souvent totalement dépourvus. Un voyageur bloqué sur une route de campagne pouvait se trouver à des kilomètres du refuge le plus proche. La deuxième option consistait à payer pour un abri. Les auberges et les tavernes du faubourg, si elles restaient ouvertes après le couvre-feu, louaient des chambres ou au moins un coin dans la salle commune pour la nuit.
Mais cela présupposait que le voyageur possédât de l'argent, une présomption loin d'être garantie. Les prix variaient selon la qualité de l'établissement et la loi de l'offre et de la demande. Par une nuit d'hiver glaciale, un aubergiste peu scrupuleux pouvait exiger des sommes exorbitantes de voyageurs désespérés. De plus, dormir dans ces lieux comportait ses propres risques. L'élément criminel qui fréquentait les tavernes du faubourg en faisait des environnements potentiellement dangereux. On pouvait se faire voler pendant son sommeil, ou pire. Certaines auberges de mauvaise réputation étaient connues pour être en connivence avec des bandits qui repéraient les voyageurs portant des objets de valeur. Néanmoins, pour qui avait les moyens et acceptait les risques, c'était infiniment préférable à l'exposition aux éléments. Une troisième possibilité consistait à chercher refuge dans un porche d'église ou un bâtiment religieux. Les églises, même modestes, parsemaient le paysage médiéval. Certaines laissaient leurs porches accessibles la nuit, offrant au moins un abri contre le vent et la neige, sinon contre le froid lui-même. Se blottir sous un porche d'église revêtait également une dimension symbolique. Chercher sanctuary, invoquer la protection divine. Malheureusement, les églises situées dans les faubourgs verrouillaient souvent leurs portes par crainte du vol ou du vandalisme. Et même un porche ouvert offrait une protection minimale. On restait exposé au froid mortel, simplement un peu moins au vent. Certains voyageurs tentaient de négocier directement avec les gardes à la porte. Supplier, implorer, offrir de l'argent, toutes ces stratégies étaient essayées. Elles ne fonctionnaient que rarement et seulement dans des circonstances très spécifiques. Si la personne était personnellement connue des gardes comme un habitant respectable de la ville, simplement retardé par des circonstances imprévues, une exception pouvait se faire. Si elle possédait des documents officiels, un laissez-passer délivré par une autorité reconnue, une lettre de recommandation d'un noble ou d'un évêque, les portes pouvaient s'entr'ouvrir. Une urgence médicale évidente et vérifiable, une femme sur le point d'accoucher, quelqu'un manifestement mourant, suscitait parfois la compassion. Mais tenter de soudoyer les gardes restait extrêmement risqué. Lorsque toutes les options civilisées échouaient, les mesures désespérées devenaient l'ultime recours. Se cacher dans une étable ou une écurie pour partager la chaleur corporelle des animaux était une stratégie courante. Le bétail, vaches, chevaux, moutons, dégage une quantité substantielle de chaleur. S'enterrer littéralement dans le foin ou la paille permettait de créer une isolation contre le froid extérieur. Le foin sec emprisonne l'air et forme une couche isolante remarquablement efficace. Si vous pouviez vous enfouir suffisamment profondément dans une meule de foin sans être découvert par le propriétaire, vous aviez une chance réelle de survivre à la nuit, bien qu'inconfortable et risqué. Des témoignages provenant de la Chine médiévale documentent des pratiques encore plus extrêmes qui révèlent le désespoir absolu de certains. Certains mendiants se recouvraient de fumier pour échapper au gel mortel, utilisant la chaleur de fermentation de la matière organique comme source de survie. D'autres, confrontés à une douleur insupportable due au froid, avalaient de l'arsenic, un acte de suicide pour échapper à l'agonie de la mort lente par hypothermie. Ces mesures extrêmes nous parlent de la terreur absolue qu'inspirait une nuit dehors, dans le froid intense. Construire un feu de fortune présentait ses propres complications. D'un côté, le feu offrait chaleur et lumière, deux ressources précieuses. De l'autre, il attirait l'attention, celle des bandits à la recherche de victimes, celle des gardes urbains qui pourraient soupçonner une activité criminelle, celle des loups intrigués par la lumière. De plus, obtenir du combustible et l'allumer dans des conditions humides ou neigeuses, avec les technologies médiévales d'allumage du feu, silex et amadou, demandait des compétences et du temps que tout le monde ne possédait pas. Le combustible lui-même devait être trouvé ou transporté,
et maintenir un feu brûlant toute la nuit nécessitait une quantité considérable de bois. Certains choisissaient de rester en mouvement constant. Marcher en cercle ou arpenter un périmètre limité générait de la chaleur corporelle par l'activité musculaire. Tant qu'on bougeait, on retardait l'hypothermie. Mais cette stratégie comportait des dangers mortels. L'épuisement finit toujours par s'installer. Lorsque la fatigue devient écrasante, s'arrêter même brièvement peut mener à un sommeil dont on ne se réveille jamais. Dans la neige profonde, maintenir un mouvement constant se révèle presque impossible. Chaque pas demande un effort considérable, et l'épuisement arrive d'autant plus vite. La transpiration générée par l'exercice mouille les vêtements, et l'humidité devient ensuite l'allié mortel du froid. La dimension de classe sociale traverse toutes ces stratégies de survie comme un fil rouge. Un voyageur fortuné disposait d'options significativement meilleures qu'un pauvre. De l'argent pour payer une auberge, des vêtements de meilleure qualité doublés de fourrures coûteuses, éventuellement un serviteur ou des compagnons de voyage pour le soutenir, peut-être même des lettres de créance qui impressionneraient les gardes, tous ces avantages augmentaient drastiquement les chances de survie. Un voyageur pauvre se trouvait confiné aux options les plus précaires et dangereuses. Pour les sans-abri chroniques qui formaient 20% de la population, cette nuit terrifiante n'était pas une crise exceptionnelle, mais une réalité cauchemardesque récurrente, une épreuve qu'ils devaient endurer encore et encore. Les femmes affrontaient une couche supplémentaire de vulnérabilité. Au-delà du froid et des loups, elles risquaient la violence sexuelle de la part des hommes rencontrés dans l'obscurité. Mais au-delà de toutes ces menaces physiques et sociales, une autre dimension de terreur imprégnait la nuit médiévale. Une dimension qui nous semble aujourd'hui peut-être étrange, mais qui était parfaitement réelle pour les gens de cette époque. Ils ne craignaient pas seulement les loups et les bandits. Ils craignaient l'obscurité elle-même et ce qu'elle contenait sur le plan spirituel. Pour l'esprit médiéval, les ténèbres n'étaient pas simplement l'absence de lumière. L'obscurité constituait un domaine à part entière, un espace où les règles normales du monde diurne cessaient de s'appliquer et où d'autres puissances prenaient le contrôle. Les croyances populaires et la doctrine ecclésiastique s'accordaient sur un point fondamental. La nuit appartenait aux esprits mauvais. Les démons et les sorcières volaient à travers la nuit, selon les récits largement répandus. La présence du diable lui-même était censée atteindre son intensité maximale à minuit, l'heure la plus sombre, le point le plus éloigné de l'aube salvatrice. Les théologiens chrétiens enseignaient une cosmologie précise concernant ces entités. Les démons avaient été créés comme des anges bons et magnifiques, mais leur orgueil les avait poussés à se rebeller contre Dieu. Chassés du paradis, précipités dans les abysses, ils attendaient le jour du jugement en accomplissant deux tâches maléfiques, tenter les humains pour les détourner de Dieu et tourmenter les âmes des pécheurs morts en enfer. Mais jusqu'à cette fin des temps, ils étaient actifs sur terre, particulièrement durant les heures d'obscurité. Les croyances populaires allaient souvent au-delà même des enseignements officiels de l'Église. Les sources médiévales affirment que rien ne suscitait davantage de murmures inquiets et de rituels de minuit que les esprits mauvais tapis dans l'ombre. Lorsque quelque chose tournait mal, une maladie soudaine, une mort inexpliquée, la disparition d'un enfant, la folie d'un voisin, les gens l'attribuaient au diable, à un fantôme ou à une malédiction. La superstition comblait le fossé entre le connu et l'inconnu. Dans un monde sans explication scientifique pour les phénomènes naturels, la pensée magique et démoniaque fournissait un cadre interprétatif cohérent. Les premiers chrétiens avaient rejeté les anciens dieux païens, mais ils ne niaient pas leur existence. Ils les redéfinissaient comme des esprits malins, des manifestations démoniaques cherchant à égarer les fidèles. Face à ces menaces spirituelles,
quelle protection les gens médiévaux invoquaient-ils? Les prières et les invocations constituaient la première ligne de défense. Réciter des Pater Noster, des Ave Maria ou des invocations au Saint Protecteur créait une barrière spirituelle contre les forces maléfiques. Faire le signe de croix sur soi-même, dans l'air, sur les portes et les fenêtres, repoussait les démons. Porter des reliques religieuses ou des médailles bénies offrait une protection continue. Les talismans pouvaient être aussi simples qu'un fragment de vêtement ayant touché une relique sainte, ou aussi élaborés qu'un reliquaire contenant un éclat d'os de saint. Éviter certains comportements susceptibles d'attirer l'attention démoniaque faisait partie de la prudence élémentaire. Ne pas blasphémer, ne pas invoquer le diable même par plaisanterie, ne pas s'aventurer près de lieux réputés hantés comme les carrefours ou les cimetières. Les rituels collectifs renforçaient également la protection. Les messes dites à la veille de la Saint-André pour conjurer les loups servaient autant à repousser les dangers spirituels qu'animaux, les deux étant intimement liés dans l'imaginaire médiéval. Considérons maintenant la psychologie de l'isolement nocturne. Se retrouver seul dans l'obscurité absolue à l'extérieur des murs d'une ville ne signifiait pas simplement être physiquement séparé de ses congénères. Cela représentait une rupture profonde avec la communauté chrétienne qui constituait votre identité sociale et spirituelle. À l'intérieur des murailles, les habitants se trouvaient sous la protection collective des cloches d'église dont le son sanctifiait l'espace urbain. Les prières régulières des moines dans les monastères, les messes quotidiennes dans les églises paroissiales, la présence même des lieux saints consacrés créait une zone de sécurité spirituelle. Mais à l'extérieur, seul dans le faubourg désert ou sur un chemin de campagne, vous étiez coupé de tout cela. Vous n'entendiez plus les cloches. Vous étiez séparé du corps mystique du Christ que formait la communauté des fidèles. Cette séparation n'était pas seulement physique, mais spirituelle, une forme d'exil qui vous rendait terriblement vulnérable aux forces des ténèbres. La lumière elle-même prenait une dimension sacrée dans ce contexte. Les torches et les lanternes n'étaient pas de simples outils pratiques permettant de voir dans l'obscurité. Elles symbolisaient la présence de Dieu, la chaleur de la communauté chrétienne, le pouvoir de repousser les ténèbres tant littérales que métaphoriques. La lumière égalait la sécurité, la vie, l'ordre divin. L'obscurité incarnait l'absence de Dieu, le danger, le chaos démoniaque. Porter une flamme constituait donc un acte de défense à la fois pratique et spirituel. Les gardes de nuit patrouillant avec leurs lanternes n'accomplissaient pas seulement une fonction sécuritaire profane, ils repoussaient symboliquement les forces du mal. Comment cette dimension spirituelle amplifiait-elle les dangers réels? La peur des démons et des esprits malins créait un stress psychologique intense qui altérait le jugement et entravait l'action rationnelle. Une personne paralysée par la terreur superstitieuse pourrait rester figée sur place, incapable de chercher un abri ou d'entreprendre les actions nécessaires à sa survie. Les sons naturels de la nuit, le vent dans les arbres, le craquement d'une branche, le cri d'un oiseau nocturne, étaient interprétés comme des manifestations démoniaques. Cette hypervigilance anxieuse épuisait les réserves mentales et physiques. De plus, la conviction que l'obscurité grouillait de présences malveillantes pouvait effectivement induire des hallucinations chez une personne épuisée, affamée et transie de froid. Le cerveau humain, privé d'informations sensorielles claires dans l'obscurité totale et soumis à un stress extrême, commence à générer ses propres perceptions. Ombre mouvante, murmure, sensation de présence. Ces expériences subjectives renforçaient les croyances culturelles, créant un cercle vicieux de peur. Mais revenons aux problèmes pratiques immédiats. Comment voir dans cette obscurité absolue, et fallait-il même essayer de le faire?
La technologie médiévale de l'éclairage était primitive selon nos standards modernes. Les torches constituaient la forme la plus courante de lumière portable. Elles étaient fabriquées à partir de tissus résineux provenant d'arbres, enduits d'huile ou de graisse spéciale pour prolonger leur combustion. Une torche brûlait relativement intensément et s'avérait facile à transporter. Mais elle présentait des inconvénients majeurs. Le vent pouvait l'éteindre malgré le traitement huileux. L'huile et la résine s'épuisaient rapidement. Une torche typique ne durait que quelques heures au mieux. Pour un voyageur pris au piège pendant 8 à 10 heures jusqu'à l'aube, il aurait fallu transporter plusieurs torches de rechange, ce qui représentait un poids et un encombrement considérables. Les lanternes représentaient une technologie plus sophistiquée et plus coûteuse. Les premiers modèles consistaient en récipients d'argile perforés contenant une bougie ou une petite lampe à huile. Plus tard, des constructions en métal avec des panneaux de corne ou de verre furent développées. Le verre en particulier, lorsqu'il devint plus accessible, révolutionna l'éclairage portable en permettant de protéger efficacement la flamme du vent tout en laissant passer la lumière. Les lanternes étaient particulièrement utiles pour les déplacements extérieurs. Mais pour un voyageur ordinaire, acquérir une lanterne représentait un investissement notable. Ces limitations techniques expliquent pourquoi les marchands et autres voyageurs se déplaçaient couramment durant le jour et établissaient un campement la nuit. Même équipé d'une torche ou d'une lanterne, on ne voyait que quelques mètres devant soi au mieux. La bulle de lumière créée était minuscule comparée à l'immensité des ténèbres environnantes. Mais au-delà de ces problèmes pratiques, la lumière créait un dilemme stratégique fascinant. Porter une source lumineuse présentait des avantages et des inconvénients qui se contredisaient. Avec de la lumière, vous pouviez voir où vous alliez, éviter de trébucher sur des obstacles, éviter de vous perdre complètement. Le réconfort psychologique d'une flamme dans l'obscurité ne doit pas être sous-estimé. Elle maintenait le moral, repoussait le désespoir. Toutefois, ce même éclairage vous rendait visible à distance. Les bandits tapis dans l'ombre pouvaient vous repérer de loin et préparer leur embuscade en conséquence. Les loups, créatures curieuses, pouvaient être attirés par cette lueur inhabituelle. Toute personne mal intentionnée savait exactement où vous vous trouviez. À l'inverse, voyager ou se cacher dans l'obscurité complète offrait ses propres avantages tactiques. Sans lumière, vous étiez beaucoup plus difficile à repérer. Vous pouviez vous dissimuler dans l'ombre d'un bâtiment, vous blottir dans un recoin sombre et espérer passer inaperçu. Mais le prix à payer était lourd. Vous ne voyiez pas les dangers approcher. Vous ne pouviez pas chercher efficacement un abri meilleur. La terreur psychologique de l'obscurité totale pouvait devenir insoutenable. Et sans lumière, maintenir un feu pour la chaleur était impossible. Passons maintenant à la dimension sociale de cette exclusion. Les autorités médiévales ne considéraient pas tous les pauvres de la même manière. Elles avaient développé une distinction subtile mais cruciale entre deux catégories, les méritants et les non-méritants. Cette taxonomie morale déterminait qui recevait compassion et assistance et qui faisait l'objet de suspicion et de répression. Les pauvres méritants comprenaient les pèlerins accomplissant un voyage pieux, les voyageurs honnêtes tombés dans le malheur par des circonstances indépendantes de leur volonté, les malades et les infirmes incapables physiquement de subvenir à leurs besoins. Ces personnes pouvaient légitimement solliciter la charité chrétienne. L'Église prêchait que donner aux nécessiteux constituait une œuvre de miséricorde. Mais à côté de cette catégorie respectable, existait celle des non-méritants, les vagabonds valides qui refusaient supposément de travailler, les criminels déguisés en mendiants, les tricheurs professionnels. Envers ces derniers, la société médiévale manifestait bien moins de clémence.
Cette distinction s'inscrivait dans un mouvement plus large de criminalisation du vagabondage. Les lois promulguées dans divers royaumes européens tentaient de réprimer les mendiants errants. On soupçonnait que beaucoup choisissaient délibérément leurs conditions plutôt que d'accepter un travail honnête. Les mendiants robustes faisaient l'objet de sanctions légales, amendes, emprisonnement, marquage au fer rouge, voire flagellation publique. La logique sous-jacente était que quiconque pouvait travailler, mais ne le faisait pas, représentait un parasite sur le corps social et méritait punition. Pourtant, la réalité démographique contredisait cette vision simpliste. 20% de la population vivait dans la destitution. Ces multitudes n'avaient pas choisi la pauvreté. Elle leur avait été imposée par des circonstances souvent tragiques: guerre, épidémies, famine, effondrements économiques. La nuit aggravait encore le regard suspicieux porté sur quiconque se trouvait à l'extérieur. Dans les villes où la prostitution n'était pas strictement réglementée, toute femme marchant seule dans les rues après la tombée du jour était automatiquement présumée se livrer au commerce sexuel. Les hommes circulant après le couvre-feu étaient également suspects. Le paradoxe mérite qu'on s'y attarde. La ville avait désespérément besoin de son faubourg sur le plan économique, mais regardait ses habitants avec suspicion. Les portes qui se fermaient chaque soir matérialisaient physiquement cette frontière entre l'intérieur légitime et l'extérieur suspect. Du point de vue des gardes aux portes, leur inflexibilité semblait justifiée. Ils portaient la responsabilité écrasante de maintenir la sécurité urbaine. Ouvrir les portes après la tombée de la nuit créait une brèche potentielle. Comment distinguer le voyageur légitime du criminel déguisé? Dans le doute, la prudence commandait de maintenir une politique stricte sans exception. Même les voyageurs véritablement innocents, retardés par un cheval boitant, une tempête, une maladie soudaine, une simple erreur de calcul, se trouvaient punis de la même manière que des criminels. La dimension morale de cette situation créait une tension théologique. L'enseignement du Christ était limpide. « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli » figurait parmi les critères du jugement dernier. Refuser l'hospitalité à quelqu'un dans le besoin équivalait à refuser le Christ lui-même. Pourtant, les théologiens développaient des doctrines sur la responsabilité des gouvernants de protéger leur peuple. Comment réconcilier charité individuelle et sécurité collective? Cette équation allait devenir encore plus rigide lorsqu'un nouveau facteur entra en jeu: la terreur de la contagion. La peste bubonique, cette terreur suprême du Moyen Âge tardif, voyageait le long des routes commerciales qui reliaient l'Europe au reste du monde connu. Les rats infectés s'infiltraient dans les cales des navires, les chariots de marchandises, les caravanes. Lorsque ces rongeurs atteignaient une nouvelle région, les puces qu'ils transportaient transmettaient la bactérie mortelle Yersinia pestis aux populations humaines locales. La transmission s'effectuait de deux manières. La voie rodent à humain passait par la piqûre de puces infectées. Mais une fois qu'un humain développait la forme pneumonique de la peste, la transmission humain à humain devenait possible par simple inhalation de gouttelettes respiratoires. Cette seconde forme était particulièrement terrifiante car elle rendait la maladie extrêmement contagieuse. Face à cette catastrophe sanitaire qui avait tué entre un tiers et la moitié de la population européenne lors de la peste noire de 1347 353, les autorités médiévales développèrent des mesures de santé publique remarquablement sophistiquées. En 1377, la ville de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik en Croatie, devint l'une des premières à implémenter une quarantaine systématique sur les navires entrants et les caravanes commerciales. Venise, grand port méditerranéen, perfectionna le système en ordonnant que tous les vaisseaux et voyageurs suspects demeurent en isolement pendant 40 jours avant d'être autorisés à pénétrer dans la cité.
C'est de cette pratique des 40 jours que provient notre mot quarantaine. Raguse ordonna l'isolement des marins et commerçants sains pendant 30 jours. Un chiffre légèrement différent, mais révélant une compréhension intuitive remarquable des périodes d'incubation des maladies, et ce bien avant que la théorie microbienne soit élaborée. Les lazarets constituaient une innovation institutionnelle essentielle de ce système. Ces établissements, dont le nom dérive de Lazare, le lépreux de la parabole biblique, étaient spécialement conçus pour isoler les nouveaux arrivants et les citoyens locaux manifestant des symptômes de peste. Ils fournissaient des soins compatissants tout en maintenant les malades séparés de la population saine. Avant même que quiconque comprenne l'existence des microbes, les autorités vénitiennes et d'autres avaient compris empiriquement qu'isoler les malades limitait la propagation de l'épidémie. Comment ces mesures de santé publique affectaient-elles les politiques de fermeture des portes que nous avons examinées? Les épidémies de peste rendaient les autorités urbaines encore plus rigides et impitoyables dans l'application des exclusions nocturnes. Toute personne montrant le moindre signe de maladie, fièvre, toux, bubon, se voyait absolument interdire l'entrée, quelle que soit l'heure ou la saison. Les voyageurs en provenance de régions connues pour être touchés par la peste faisaient l'objet d'une quarantaine obligatoire à l'extérieur de la ville, parfois pendant des semaines. Pour ceux qui ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour payer un logement dans un lazaret officiel, cela signifiait potentiellement des semaines d'errance dans le faubourg ou la campagne environnante, exposés aux éléments et aux autres dangers. Les considérations hivernales rendaient ces politiques particulièrement cruelles, mais compréhensibles du point de vue des autorités. Les voyageurs arrivant en hiver cherchaient désespérément un abri contre le gel meurtrier. Mais les magistrats urbains craignaient tout aussi désespérément qu'admettre ces voyageurs introduise la contagion dans la population confinée à l'intérieur des murs. Les deux impératifs, humanitaire et sanitaire, entraient en conflit direct. Les deux étaient légitimes selon leur propre logique. Protéger sa population contre une épidémie qui pourrait tuer des milliers de personnes justifiait-il de condamner quelques individus à mourir de froid et d'exposition? Imaginez la situation suivante. Un voyageur solitaire approche des portes d'une ville par une soirée d'hiver glaciale. Quelques kilomètres en arrière, il a commencé à se sentir fébrile. Une toux sèche irrite sa gorge. Il ne sait pas s'il s'agit simplement d'un rhume banal contracté en chemin ou du début de quelque chose de plus sinistre. Les gardes, en le questionnant, remarquent sa pâleur, entendent sa toux. Ils refusent catégoriquement l'entrée. L'homme supplie, dehors, il fait moins 10 degrés, la neige commence à tomber. Mais les gardes restent inflexibles. Cet homme se trouve maintenant confronté simultanément à plusieurs menaces mortelles. L'exposition au froid, la maladie qui progresse dans son corps affaibli, l'absence de soins médicaux, même rudimentaires, et l'isolement social. Car même les autres voyageurs ou habitants du faubourg l'éviteront s'ils soupçonnent qu'il porte la peste. Sa mort est quasiment certaine. La peste et les mesures prises pour la combattre eurent un effet profond sur les attitudes sociales à long terme. Elles renforcèrent la mentalité du « nous » contre eux, divisant rigidement le monde entre l'intérieur des murs, sûr, propre, protégé, et l'extérieur, dangereux, contaminé, menaçant. Les voyageurs, déjà regardés avec une certaine méfiance, devinrent dans l'imaginaire collectif des vecteurs potentiels de contagion. La compassion naturelle envers les étrangers en difficulté diminua, étouffée par la peur viscérale de l'infection. Cette transformation psychologique ne disparut pas une fois les épidémies terminées. Elle s'ancra dans la culture urbaine. Les procédures de quarantaine et d'isolement se normalisèrent progressivement. Ce qui avait commencé comme des mesures d'urgence exceptionnelles devint routine administrative. Les portes des villes prirent une signification additionnelle.
Au-delà de leur fonction militaire de protection contre les armées ennemies, elles servaient désormais de barrière sanitaire contre les maladies. Le faubourg acquit un nouveau rôle comme zone tampon médicale, un espace où l'on pouvait parquer temporairement les suspects avant de décider s'ils présentaient un danger pour la santé publique. Vers la fin du Moyen Âge, la cité médiévale était devenue une forteresse de plus en plus hermétique, non seulement contre les armées étrangères, mais contre la maladie, le désordre social et tous les éléments jugés dangereux de sa propre société. Synthétisons maintenant ce que nous avons découvert. Une nuit passée à l'extérieur des portes d'une ville médiévale en plein hiver n'était pas simplement inconfortable, c'était potentiellement mortel. Le froid brutal du petit âge glaciaire pouvait tuer en quelques heures. Les prédateurs humains, bandits, criminels, rôdaient dans l'obscurité. Les loups affamés, bien que statistiquement moins fréquents que les peurs ne le suggéraient, demeuraient une menace réelle. Les terreurs spirituelles, croyance aux démons hantant les ténèbres, créaient une angoisse paralysante. L'exclusion sociale frappait particulièrement les vagabonds, jugés non méritants. La peur de la contagion durcissait encore les politiques. Et tout cela dans un contexte de protection inadéquate. La dimension de classe sociale traverse ces réalités. Un voyageur fortuné disposait d'options significativement meilleures. Pour un pauvre, la situation basculait vers une crise de survie pure. Et pour les sans-abri chroniques, cette nuit cauchemardesque était une réalité récurrente. Que nous révèle cela sur la vie urbaine médiévale? La rigidité des systèmes. La politique de fermeture servait simultanément plusieurs fonctions critiques. La sécurité collective était systématiquement privilégiée sur la compassion individuelle. Le faubourg incarnait une contradiction, économiquement vitale, mais socialement marginale. L'infrastructure charitable impressionne, mais restait insuffisante. La distinction entre pauvres méritants et non méritants limitait qui bénéficiait de la charité. En regardant en arrière, nous sommes tentés de juger sévèrement l'inflexibilité médiévale. Mais sommes-nous vraiment si différents? Notre époque continue de lutter avec les mêmes tensions. Les débats sur l'immigration font écho au dilemme des gardes médiévaux. Les frontières nationales fonctionnent comme les portes urbaines médiévales. Les populations de sans-abri existent toujours. Quand la pandémie de Covid-19 a frappé, nous avons vu ressurgir les mêmes réflexes de quarantaine. Qu'est-ce qui a changé? Nous disposons de services d'urgence, d'éclairage public, de médecine moderne. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé? La vulnérabilité humaine demeure. Le sans-abrisme persiste. La tension entre besoins individuels et sécurité collective structure nos débats. La peur de l'autre n'a pas disparu. La leçon concerne un défi humain transcendant les époques. Comment protéger notre communauté sans abandonner notre humanité? Les gens médiévaux n'étaient ni cruels ni insensibles, mais les priorités systémiques valorisaient la sécurité collective au point de sacrifier des individus vulnérables. Une vérité inconfortable émerge. Nous sommes prompts à juger la dureté médiévale, mais nous continuons de faire face au même dilemme. Peut-être nos propres réponses ne sont-elles pas si supérieures? Lorsque nous voyons des sans-abri dormir dans nos rues en hiver, que faisons-nous? Ces questions sont aussi anciennes que la civilisation urbaine. Une nuit d'hiver hors des portes médiévales encapsulait toutes les contradictions de la vie urbaine. Elle montrait les sommets de la charité humaine et les profondeurs de l'exclusion. Mais la leçon la plus importante est dans les similitudes entre leur monde et le nôtre. Reconnaître ces échos nous aide à comprendre que les solutions médiévales, bien qu'imparfaites, répondaient à des problèmes réels. Cette compréhension nous rend plus humbles face à nos propres défis. Merci d'avoir suivi cette exploration. J'espère que ce voyage vous a permis de découvrir non seulement les réalités de la survie hivernale, mais aussi les questions plus profondes sur la nature humaine. Si cette exploration vous a intéressé,
N'hésitez pas à laisser un like. Dites-moi dans les commentaires quel aspect vous a le plus frappé. Et si vous souhaitez continuer à découvrir le monde médiéval, pensez à vous abonner. L'histoire médiévale recèle encore tant de secrets. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le passé.